va se créer et va prospérer un terrain entre d'un côté Deschamps-Bernès et de l'autre Anigo et son réseau, Baresi, Akli et tout. Et là, on va être sur une guerre politique, concurrence aussi d'agents commerciaux. Et là, ça va envoyer dans tous les sens. Ça sera Cuba sur Cuba dans les deux camps. C'est vraiment Dreyfus qui s'est fait manger, comme on dit, par le milieu, parce que Dreyfus, on a l'impression qu'il était perdu, il savait pas qui mettre comme président. Finalement, même rappeler Tapie, c'était n'importe quoi. Perdu ou fasciné lui aussi. Ouais. Oui, je pense qu'on peut parler de ça. Je pense qu'on peut parler de ça. Quand on nomme Roland Courbis à Marseille, bah, faut être un peu fou. Pour moi, c'est du poker. C'était pourtant un bon entraîneur du quand poker. même. Attends, je te dis ça, mais Pinot, il a mis Courbis entraîneur il y a 2 ans. Donc tu vois la folie du truc. Hein. Enfin, Courbis, quoi. Oui. C'est Pinot. Enfin, on voit c'est surréaliste, quoi. Enfin, c'est surréaliste. On arrive encore Roland encore arrive à séduire des entrepreneurs. Bon, il y a un vrai pouvoir de séduction et c'est un vrai bon coach. Mais on sait que ça va être avec lui, ça peut partir en live. Donc sur le marché des transferts, il le dit lui-même. Donc Pinot en 2016 fait encore ça. Donc Dreyfus, quand il fait ça, c'est du poker. C'est je prends le risque de me brûler, c'est excitant, c'est mon club et c'est lui qui fait rentrer. Alors le plus grand n'importe quoi au niveau des transferts, je pense que c'est vraiment en 2001. Mais par contre, la période Courbis, il y a beaucoup d'argent qui sort. Hein. Et c'est n'importe quoi niveau financier là aussi. Il y a peut-être plus d'argent qui sort à ce moment-là comparativement à l'inflation, au budget du club, etc. etc. Courbis, Dreyfus, là, il perd des sommes. L'époque Courbis, c'est beaucoup de magouilles, quoi. Et donc, avec la caution, Robert Louis Dreyfus et son homme de main, Angelo Gluck, et son comptable et son nettoyeur, quoi. Tu vois, c'est Saul là, dans Breaking Bad, quoi. Tu vois, c'est lui qui met les formes. Mais il adorait des trucs un peu pas pervers, mais quand même un peu spéciaux. Dreyfus, il aimait bien jeter dans la même arène deux mecs qui peuvent pas se supporter. On l'a vu avec Tapie et Dubiton, on l'a vu avec Diouf et Delabrosse, on l'a vu avec Vera et Diouf. Diouf et Labrune. Quand il remet Tapie. Quand il remet Tapie en 2001, c'est aussi sans doute pour montrer que Tapie est carbo et qu'il n'y arrivera pas, qu'il sera dépassé dans le foot moderne parce que déjà il n'a pas les sous, tu vois. C'est dire à Tapie, ah ouais, tu y vas mais avec mes sous et c'est moi qui si demain je veux te dégager, je te dégage. Parce qu'il rappelle Tapie parce que tout le monde gueulait Tapie revient dans les tribunes, quoi, à cette époque-là. Mais en vrai, quel est l'intérêt vraiment sportif de rappeler Tapie? C'était aucun, c'était n'importe quoi. Ouais. Et puis après il met Secaldi, un ancien juge. Avec proche de plutôt gauche, tu vois, gauche avec Dubiton qui est limite Algérie française, qui était Algérie française. C'est toutes les mauvaises décisions pour alors est-ce que ça l'excitait un peu, est-ce qu'il était complètement à la rue, il y a peut-être une possibilité parce que c'était un businessman hors pair et là il se trompait toujours dans le choix des hommes ou dans l'instabilité, tu vois. Mais il y avait aussi, je pense, une partie excitation et passionné par ça, qu'on a vu quand il va essayer de calmer la fronde des supporters, notamment sur sa femme Margarita, en allant, via Jean-Christophe Cano, rencontrer Roland Cassonne, donc, qui est un des parrains de Marseille, d'une discrétion hors pair, mais en tout cas qui va rencontrer, qui l'a raconté cette rencontre avec Robert Louis Dreyfus. Et après je crois que sa fille fera un stage chez Robert Louis Dreyfus. Enfin bon, il saura lui rendre l'appareil, mais Cassonne, on sait qu'il y en va voir quand on a Roland Cassonne. Donc je pense que Héron et McCourt ils ne feront jamais des fautes comme ça, ou en tout cas ils sont bien trop prudents, méfiants
craintif pour tenter un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Hein. C'était un peu n'importe quoi. C'est Diouf qui a mis fin à cette période de grand n'importe quoi. On peut, si on suit vraiment l'histoire de l'OM, on voit que ça repart. Il y a quand même Boucher qui fait du taf. Qui va quand même mettre de côté certains dirigeants d'assaut, notamment après des bagarres et des choses comme ça. Donc il va essayer de faire un peu le ménage en tribune, il va un peu réformer les médias du club, il va essayer un peu de restructurer le club. Donc je dirais que Boucher, mais bon, qui se fait recevoir. Hein. Bon, alors lui, il s'est bien fait recevoir, genre t'es pas du coin et tout. Et puis il a voulu peut-être y aller un peu tôt de façon arrogante et à la serpe, quoi. Il est un peu un style à l'aéro, en fait, Boucher, tu vois. Mais il fonçait un peu dans le tas et puis il voulait que ça avance, quoi. Lui, il n'aura duré 2 ans et quelques, mais il a lancé un peu le mouvement. Diouf, d'une façon beaucoup plus ronde, beaucoup plus diplomate, beaucoup plus foot aussi, parce que Diouf, autant sur tout ce qui est marketing, etc., il laissait son DG, puis Julien Fournier faire le secrétaire général du club, qui aujourd'hui est DG de Nice, faire ce travail-là, mais il n'était pas forcément intéressé, les négos des maillots, ce qui est le cœur de JHE aujourd'hui, le contrat Puma, les trucs comme ça, c'était pas du tout la came de Diouf. Mais là où Diouf était assez bon, c'était dans la construction d'un effectif, c'était dans le trading, c'était toutes les questions qu'on a aujourd'hui de vente de joueurs. Lui, son passé d'agent faisait que sur ça, il était bon. Nasric, on va prolonger, quitte à mettre une bonne prime au père, et puis une bonne prime à la signature, comme ça tu prolonges et tu pars pour 15 ou 18 millions après Arsenal, associer le joueur sur son transfert aussi. Ça, c'est plein de choses aujourd'hui qui ne choquent plus personne. Mais qui à l'époque était, tu vois, un peu avant-gardiste. Ce qui lui a coûté des papiers bien salés, notamment, je me rappelle, chez mon ami Xavier Monnier dans Bakchiche, qui pourfendait un peu ces trucs-là. Mais en fait, il était plutôt en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne, des primes à la signature. Là, Rabiot, s'il signe, on sera entre 5 et 10 millions d'euros de primes à la signature pour sa prolongation. Mais parce que justement, Paris veut verrouiller, veut pas qu'il parte libre l'an prochain. Ça ne choque plus personne aujourd'hui. Ça ne choque plus personne. Pourtant, c'est vrai qu'à l'époque de Diouf... Mais lui, du coup, en faisant tout ça, il a quand même réussi à remettre bien le club dans le vert, regagner de l'argent. Il a rendu de l'argent à Robert Dreyfus, 40 millions, je crois, sur c'est ça, sur ces années. Quand il s'en va, Diouf, le club est dans il a un bilan positif, le club est relancé. Et il laisse un groupe qui va être agrémenté par Deschamps, que Deschamps va un peu refaire, mais quand même avec des bonnes valeurs et des bonnes bases, des Brandao, des Niang, des Mandanda, quand même, donc tu vois, quelques valeurs sûres dans les Taiwo. On avait des titulaires, Caboret, Chérou, Ben Arfa, Valbuena, tu vois, Laurent Bonnard, donc tu vois, quand même, il y avait, même si Deschamps a complété, a mis ses hommes aussi, tu vois, comme Diawara, Inze ou d'autres, ou Lucho, Cyril Roll aussi, c'est un choix de Deschamps. Et si tu veux, il avait laissé quand même une équipe qui a pu être du coup championne de France l'année suivante. Et après, par contre, avec Dacier, on est reparti sur une gestion un peu plus compliquée, surtout qu'en plus il y a eu le décès de Robert Dreyfus, Margarita qui arrive, qui est pas encore prête que ça lui passe un peu au-dessus de la gestion de l'OM. Et là on repart un peu sur du n'importe quoi avec Dacier, Vera, quoi, avec des salaires qui explosent et beaucoup d'achats et peu de ventes, quoi. Diouf avait réussi un truc qui était malin, c'était que Diouf, en fait, il est diplomate. Richard Derouda adore Pape Diouf. Pourtant, c'est Pape Diouf qui a envoyé son fils, qui a sorti son fils de l'OM. Mais il l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait avec les formes. Il lui a payé ses derniers mois de salaire. Ils ont mangé ensemble dans l'arrière-pays et il a fait ça avec du tact. Il était aussi bon sur l'histoire Anigo. Pourquoi ? Parce que il avait réussi à trouver un fonctionnement. Après l'histoire Jean Fernandez, donc, qui a été vraiment complexe en 2006, et donc l'histoire des Rouda. On peut peut-être rappeler du coup. Jean Fernandez, en gros, il était entraîneur de l'OM. Il finit la saison 2e, plutôt acclamé par les supporters. Et en fait, il s'en va un peu subitement.
alors qu'il avait dit 2 semaines avant dans la presse qu'il resterait à l'OM l'année suivante. Et il n'a jamais voulu dire pourquoi, mais en gros, ce qui se dit, c'est qu'il a subi des pressions pour faire jouer donc Thomas Derouda, qui est le fils de Richard Derouda, et qu'il n'a pas supporté cette pression et qu'il a préféré s'en aller. Exactement. Donc on en reparlera, mais c'est dans le bouquin, et chacun donne ses versions, sauf malheureusement Jean Fernandez, qui laisse planer un vrai mystère sur ça. Pour en venir à Diouf, donc Diouf, quand il prend Guéretz, il va réussir à créer un système où tu as 4 hommes forts. Avant qu'Antoine Vera arrive, il y en a 4. Il y a Julien Fournier, qui gère les contrats, le monsieur juridique. Il y a Eric Guéretz, le sportif. Il y a Pape Diouf. Et il y a José Anigo. Et José Anigo, il le met dans ses... il ne le fait pas parler des contrats, des choses et d'autres. Il ne le met pas sur tout ce qui est l'argent et tout. Et il le met sur plutôt du scouting, tu vois, du recrutement, un peu l'œil. Et c'est vrai que là-dessus, José Anigo, il est bon. Il peut avoir du réseau, il peut avoir un bon œil, il peut ramener avec celui qui ramène Valbuena, qui travaille sur Mandanda, et qui travaille sur d'autres dossiers. Et si tu veux, il ne laisse pas se mêler du recrutement de A à Z, en fait. Tu vois. Alors, certaines mauvaises langues diront que José Anigo il lui laissera faire un petit transfert de temps en temps. Tu vois, un petit transfert à la marge, un Samassa ou un Grandin. Honnêtement, j'ai pas pu vérifier ça, mais peut-être que, allez, il y a un joueur bonus de temps en temps, tu vois, un joueur cadeau bonus, quoi. Mais n'empêche que le reste du recrutement, c'est Guéretz, il sait qui va avoir, c'est fait avec des réunions en bonne intelligence, donc ça fonctionne bien. Arrive donc Dacier qui arrive avec Deschamps. Deschamps, déjà il y a une première erreur, il y a une erreur qui pour moi, il y a un péché originel, c'est que Dacier et Deschamps veulent prendre Bernès. Et alors là, évidemment, déjà Anigo, qui avait plutôt une relation de sympathie avec Deschamps, ils avaient passé leur diplôme d'entraîneur ensemble, là il pète un câble, c'est l'ennemi Bernès. C'est le clan adverse, c'est lui qui l'a viré quand il était joueur dans les années 80, c'est pour plein de choses, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Et donc, va se créer et va prospérer un terrain entre, d'un côté, Deschamps-Bernès. Donc, Bernès ne sera pas, évidemment, à l'OM. Trop de casseroles, une image trop négative. Donc, Deschamps-Bernès, qui est donc Bernès, l'agent de Deschamps. Et de l'autre, Anigo et son réseau, Baresi, Akli et tout. Et là, on va être sur une guerre politique, une concurrence aussi d'agents commerciaux. Et là, ça va envoyer dans tous les sens. Ça sera coup bas sur coup bas dans les deux camps. Si Anigo peut savonner la planche de Deschamps, il le fera. Si Bernès peut savonner la planche d'Anigo et Baresi pour Deschamps, il le fera. Voilà. Et si tu veux, c'est là que avec ce qui se passe, les écoutes téléphoniques notamment de Bernès, c'est là on va trouver le carburant de l'affaire OM qui dure depuis 2018. Le carburant, il va être là parce que ils vont... et après, donc, Dacier ne tranche pas. Dacier les laisse un peu dans leur coin, Dacier ne tranche pas. Et Labrune ne tranche pas d'abord, puis après va donner plutôt raison à Anigo. Donc, en tout cas, en le conservant, alors que Deschamps voulait sa peau, quoi. Donc Labrune dit, Deschamps, en gros, t'as déjà eu celle de Dacier, l'été 2011, on va pas s'y faire un Anigo. Enfin, il voulait pas se brouiller avec Anigo Labrune pour ses raisons à lui, peut-être parce qu'il avait peur de cet environnement marseillais. Et donc, il va pas aller là-dedans. Donc, il va laisser perdurer ce truc. Et en fait, c'est là que les flics, mais quand ils écoutent dire Bernès dire Derouda c'est le pote de Labrune, enfin Labrune connaît Derouda, Baresi il a fait ci, il a fait ça, voilà, les enquêteurs pour eux c'est génial, quoi. Ils se disent putain, là on a une matière folle, tu vois. Mais pour moi, plus que de l'entrisme, en fait, Jean-Luc Baresi et José Anigo, la relation elle est assez simple, elle est comme il se passe dans plein de clubs, ils avaient une relation privilégiée, donc il avait les infos avant les autres. Mais ce que il le dit très simplement, il dit mais il dit, ça vous choque pas West Ham quand Willy McKay il est sur tous les transferts et il a les infos avant, ou à Fulham où il a mis Franck Anguissa là encore cet été, ça vous choque pas quand Georges Mendes il est l'agent référence à Monaco ou à Wolverhampton et tout, et pourquoi ça vous gêne sur Marseille? Ça gêne parce que il a sa réputation, il a son passé, faut pas non plus être dupe. Mais si tu veux c'est du commercial à la base, c'est José Anigo.
donne les infos en primeur à Baresi Aklil, quoi, au tandem Baresi Aklil, et Deschamps, lui, il essaye de donner les infos en primeur à Bernès. Voilà, tu vois, il faut équilibrer. Mais au départ, cette histoire des transferts de l'OM, ce n'est que, pour moi, que de la lutte politique et commerciale. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs pour toi que Pape Diouf s'en va? Parce que ça, c'est quand même le grand mystère. Pape Diouf, il obtient des résultats sportifs. Il est adoré par tout le monde, les supporters. En plus, il a réussi des coups fantastiques à l'OM en envoyant les minots à Paris, tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Dreyfus se sépare de Diouf, quoi, pour mettre d'acier en plus, tu vois, qui connaît rien au foot. Ils vont trouver des prétextes, la hausse de la masse salariale, des prolongations de contrats très onéreuses, de Caboret, ils vont essayer de lui coller quelques trucs. Bon, en même temps, il est quand même parti avec un chèque de 4 millions d'euros et une clause de confidentialité de quelques années, donc tu donnes pas ça à quelqu'un qui... Enfin, voilà, tu donnes rien, si quelqu'un t'a volé, tu lui donnes pas ça. Hein. Donc tout ça, c'est pour moi, il y a beaucoup de prétextes et tout. La vérité, c'est que il y avait une guerre au sommet. Il y avait une guerre au sommet dans l'entourage de Robert Louis Dreyfus entre les frères Vera, Jacques et Antoine, et La Brune d'un côté, et Pape Diouf, Julien Fournier de l'autre, qui étaient au niveau du conseil de surveillance, parce que les choix de Pape Diouf, lui avait l'impression qu'il était que ce soit Guéret, sous les comptes et tout, était totalement souvent mis en compte par La Brune, ou que La Brune crachait un petit peu sur son bilan. Ça, c'était au niveau des grands chefs, et un petit peu en dessous, tu avais une guerre entre le DG Antoine Vera et le secrétaire général Julien Fournier, donc l'un proche de Diouf, Fournier, l'autre Vera, proche plutôt de La Brune à l'époque, mais surtout qui avait son frère Jacques qui était le numéro 2 du groupe Louis Dreyfus. Donc c'est cette guerre des chefs qui a eu la peau de Pape Diouf et de Julien Fournier, parce que voilà, ça c'est pas anodin. Or, José Anigo a été rattrapé par le bout de la manche en disant non, toi c'est bon, si tu veux rester, tu restes. Donc ça voulait bien dire que c'était plus ce tandem-là qui les gênait que le reste. Parce que c'était pas le banditisme. Non, mais tu vois, tu dis on s'éloigne du banditisme, mais on avait avec Diouf un type plutôt habile qui avait réussi à mettre de côté le grand n'importe quoi en gros d'avant, et qui a réussi même à mettre les relations un peu douteuses du club de côté, comme tu dis, avec tact, sans fracas, et sans faire un peu comme avait essayé de faire Boucher. Et finalement que ce soit La Brune qui ait eu la peau de Diouf pour que La Brune se retrouve président 2 ans après. Ouais, ce qu'il voulait pas être en plus. Voilà, et qu'il ait le bilan le plus nul et le plus désastreux de l'OM dans les dernières années, c'est quand même bizarre, tu vois, à se représenter, quoi, quand tu en essaies de regarder sur la longueur. Ouais. Alors après, là, on est vraiment sur la vie sur l'OM. Après, d'autant que je rajoute que La Brune n'a pas arrêté de se plaindre, alors peut-être en faisant un petit peu trop, mais qu'en gros, sa vie était en danger. Alors La Brune, il en a rajouté aussi, ce qui n'a pas aidé, parce qu'évidemment, ça donne du grain à moudre aux enquêteurs. Pour ce qui est de La Brune, moi, mon idée, elle est assez faite depuis quelques temps. C'est quelqu'un que je connais par cœur. Je passais 2 heures chaque jour avec lui au téléphone quand il était président de l'OM, donc avec beaucoup de tri à faire, tri sélectif, on va dire, poubelle jaune, poubelle verte, poubelle bleue. C'est quelqu'un... dans la poubelle quand même. Non, il y a des fois, il y a des trucs... Il y avait quand même à manger, il n'y avait pas que des emballages à jeter. Et oui, on recyclait un peu. C'est quelqu'un qui, pour être en première ligne, ne savait pas faire, ou en tout cas ne voulait pas faire. C'est plutôt un conseiller de l'ombre, c'est quelqu'un que tu mets en spin doctor ou que tu mets dans l'ombre. Il est très bon pour tirer les ficelles, et l'avoir mis en première ligne, il voulait pas trop, mais c'est une erreur, et il l'a payé au prix fort, parce qu'il n'aime pas communiquer, ce qu'un Jacques-Henri Hérault par exemple aime bien, qui est plutôt aussi pour moi un homme de l'ombre, parce que c'est quelqu'un qui fait fonctionner une entreprise, très différent de La Brune, hein, mais lui il fait fonctionner une entreprise. Pour moi c'est un DG, tu vois, dans l'âme Hérault. C'est un directeur financier, général, ressources humaines, c'est le gars dans l'entreprise qui te fait fonctionner bien ton entreprise, ou qui jette sévère aussi, tu vois, mais quand même lui il aime bien faire de la com, tu vois. La Brune il détestait ça, il était pas bon quand il passait dans les caméras, il n'y a pas d'argent, on s'en rappelle, c'était terrible, donc il n'y arrivait pas, son truc c'était d'essayer d'influencer les journalistes, mais il n'y arrivait pas, donc ça c'est une erreur fatale. Et là, par contre il y avait beaucoup d'idées, lui en fait il avait trop d'idées, son problème c'était d'en avoir d'en changer tout le temps, et de pas être dans la continuité, ce que fait déjà que le foot est un milieu instable,
Alors en plus, si tu changes tout le temps, tu passes du projet Dortmund à Bielsa. À chaque fois, c'est des bonnes idées en soi. Projet Dortmund, t'as quand même Thauvin et Mendy qui sont champions du monde in fine. Hein. Et Michel Batshuayi, troisième de la Coupe du Monde avec la Belgique. Tout ça, c'était recruté par la Brune. Donc c'est qu'il avait su qu'il y avait des... Voilà, si Thauvin demain est vendu... il y en a 10-80, moi je dirais plutôt 40-50. Mais s'il est vendu ce prix-là, pour le coup, c'est lui qu'il faudra remercier, tu vois. Mais donc, trop d'idées. En même temps, il l'a redégagé aussi. Donc. Ouais, mais il l'a repris aussi. Ouais. Mais trop d'idées. C'est ce que tu dis, trop d'idées et trop de... Oui, mais voilà, c'est ça. Tu vois, trop d'idées, trop d'aller-retour, trop d'instabilité. Alors que, voilà, quand on a des bonnes idées, il faut les laisser mûrir, il faut les laisser... faut peut-être qu'après, elles vont se flétrir d'elles-mêmes, mais laisse-leur une chance, quoi. Et puis après, il faut aussi, ça je lui mets à son crédit, pas d'argent, quoi. Elle mettait plus un rond dans le club, elle avait plus aucune ambition. Elle avait quasiment plus aucune ambition. Alors après, ils ont loupé avec des champions sous Bielsa pour rien, ce qui aurait permis de relancer le club, mais d'avoir des sous. Mais sinon, c'est vrai que lui, sur ces années, ils n'ont pas souvent été avec des champions. Sur 5 ans, ils ont dû aller une fois. Pas avec un bilan positif. Non, c'est pas un bilan positif pour un club qui devrait y être quasiment comme Lyon chaque année, quoi. Ou en tout cas, 2 fois tous les... Ouais, c'est ça. Ce que disait Diouf, d'ailleurs, il disait qu'il faudrait que 2 fois sur 3. Voilà, 2 fois sur 3 pour l'OM. Mais en plus, la fois où on y a été, c'est pas la fois où on a fait 0 points en poule, c'est ça. Ouais, mais parce que... il n'a pas été très verni quand même sur ces trucs. Il s'est tiré des balles dans le pied avec l'instabilité en général en changeant beaucoup d'idées. Et après, effectivement, il avait pas beaucoup d'argent. Enfin, il avait de l'argent, mais pas suffisamment pour avoir de l'ambition. On le voit avec McCourt qui quand même met pas mal, quoi. Au pot, tu vois, ne serait-ce que la réflexion du CESN, c'est 6 millions d'euros, des choses comme ça, pour se mettre à jour, tu vois. Pas pour faire un truc incroyable, c'est pas la Masia, tu vois. Pour se mettre à jour, ils ont quand même investi là-dedans. C'est plein de choses sur lesquelles l'OM n'investissait plus. Elle, par exemple, elle ne voulait absolument pas l'exploitation du stade. Alors que Dacier, lui, avait poussé pour ça, en disant on peut avoir des revenus supplémentaires. Elle laissait le club végéter, en fait, tu vois. Ouais. Et on l'a vu à la fin, hein. Elle a mis Gunther Jacob, Chigulungi. Non mais elle pensait elle était honnêtement, elle était quand même déconnectée. Elle pensait qu'avec Passy entraîneur, son équipe là, heureusement elle a mis un peu de sous pas de sous mais de volonté pour prendre Thauvin et NJ, mais sinon on réunit tous les groupes de supporters, on fait une grande, on se tient tous la main sur la pelouse de la Commanderie là début août 2016. 3 semaines après elle a décidé de vendre.